Si cette plante ne sauve pas le monde, elle fera clairement partie des plantes qui y contribueront. Salut Thomas. Salut Mathieu. Alors Thomas Béguin, formateur et conférencier dans le domaine de la transition écologique depuis 2011. Tu as créé Bio-Entrepreneur, Yes. Bio.entrepreneur, pardon, où tu accompagnes les entrepreneurs et entrepreneuses qui souhaitent exprimer leur plein potentiel dans une transition personnelle et professionnelle à fort impact positif. Exactement. Regardez mon site. Ouais, exactement. Ça s'entend. Alors j'aimerais que tu me dises, que tu me donnes ton parcours. J'aimerais savoir comment on devient formateur et conférencier dans le domaine de la transition écologique. Waouh, eh ben écoute, bonne question. Je vais essayer de faire court. Si tu veux, moi j'ai eu tout un parcours professionnel en fait bien avant d'arriver dans les sujets de transition écologique. Mais par contre, toujours, tout le temps, j'ai eu aux tripes en fait ces sujets de l'écologie qui me bouffaient un peu les tripes ou qui me travaillaient émotionnellement. Et ça depuis tout petit, je me souviens quand j'avais 5 ans, tu vois, rester scotché devant la télé, devant les oiseaux englués à la suite d'un pétrolier qui s'était échoué en Bretagne. Et ça me bouffait déjà tout petit et j'ai mis très très longtemps à me dire que j'étais légitime en fait à parler de ces sujets-là parce que j'avais pas de diplôme, parce que j'avais pas ceci, parce que j'étais pas passé par les cases académiques, on va dire standards en tout cas sur ces trucs-là. Et j'avais un peu omis le fait que la passion en fait, le fait d'être passionné sur ces sujets-là, le fait d'avoir de la curiosité pour aller rencontrer les acteurs de cette transition écologique, ceux qui ont des vraies solutions pour diminuer les impacts négatifs des entreprises et augmenter les impacts positifs. Cette curiosité-là, elle pouvait faire beaucoup en fait en termes d'apprentissage, de se connecter avec les bonnes personnes, de créer du réseau, et puis au bout d'un moment d'être capable de produire, de fournir une offre qui soit pertinente et qui soit loin du greenwashing, parce que ça c'est ce qu'on veut éviter absolument sur ces sujets-là. On veut du vrai impact positif écologique, si possible mesurable, pour créer des activités qui soient nettement plus vertueuses que la moyenne et voir qu'ils soient carbone négative. Mais voilà, on va peut-être en reparler. En tout cas voilà pour l'intro. C'est un projet personnel du coup qui s'est transformé en projet professionnel, si je comprends bien, et donc tu essayes d'emmener un maximum de personnes dans ta barque. Ouais, il m'a fallu du temps pour trouver là où les formules qui puissent permettre à ma petite entreprise en fait d'en vivre un petit peu déjà, puis un peu plus. Alors au début ça a été un petit peu, maintenant c'est à plein temps. Entre les deux, il a fallu tester plusieurs choses, il a fallu proposer plusieurs choses, voir ce qui fonctionnait, voir ce qui fonctionnait pas. Et un truc important dans mon parcours que je t'ai pas encore signalé, c'est que j'ai fait de la coopération agricole entre la France et la Russie pendant une quinzaine d'années. Et là, l'idée c'était de restructurer des filières agricoles. On a beaucoup travaillé sur des filières d'élevage liées au machinisme agricole, liées à la filière laitière. J'ai travaillé aussi avec les Normands sur l'export de cidre et de calvados en Russie. Et tous ces sujets-là m'ont propulsé depuis la Russie en fait, dans le monde agricole que j'ai trouvé vraiment passionnant et au cœur de ces problématiques environnementales, justement. Ok, et du coup, en concret, il y a dans l'agriculture en France, il y a une plante justement très intéressante, et du coup, c'est le sujet de notre chaîne. On va parler cannabis, et du coup, ou plutôt cannabis légal et chanvre légal pro. Est-ce que tu peux nous parler justement de chanvre légal pro et de nous dire, de nous donner voilà, un petit état des lieux de ce que tu as fait et de tes prévisions. Waouh, vaste question. Alors oui, effectivement, la plante, le cannabis ou le chanvre, c'est la même chose, cannabis étant le nom latin pour le chanvre en fait, ni plus ni moins.
Si cette plante ne sauve pas le monde, elle fera clairement partie des plantes qui y contribueront. Il y en a d'autres qui sont intéressantes, mais celle-ci permet de faire énormément de choses, notamment de couvrir à peu près l'ensemble des besoins essentiels humains. Puisqu'avec le chanvre ou le cannabis légal, tu peux à la fois te loger, te vêtir, te soigner, te nourrir. Tu peux faire du textile, de la construction de bâtiments, de maisons, des choses très très saines en plus qui sont vraiment agréables à vivre. Tu peux faire de l'alimentaire avec des produits qui vont réunir les 8 acides aminés essentiels pour le corps humain. Tu vas pouvoir produire de la protéine végétale en grande quantité, des oméga 3, des oméga 6 et j'en passe. J'ai vu que l'huile de chanvre avait 25 fois plus d'oméga que l'huile d'olive. Ouais, non mais c'est une plante vraiment exceptionnelle qui a des atouts multiples et variés qui sont hyper intéressants, que tu travailles sur la fibre ou sur l'huile ou la farine. À chaque fois, en fait, tu trouves des propriétés soit nutritives sur l'alimentaire qui sont exceptionnelles pour le corps humain, pour la santé. Hein. C'est classé dans les 10 super aliments, il me semble. Et au niveau de la fibre, on pourrait prendre 200 exemples, mais la fibre est la meilleure, la mieux adaptée à la peau humaine dans le textile, parce que c'est hypoallergénique, donc il n'y a pas d'allergies qui peuvent en découler. Le contact avec la peau est super aussi parce que ça va te réguler la température, l'hygrométrie, donc l'humidité. Et c'est des choses qui sont vraiment au-delà de remplir la fonction d'habillement, qui sont extrêmement agréables et confortables à porter. Et voilà. Et du coup, à partir de là, tu as des applications, si tu veux, dans l'industrie textile, l'industrie de la construction, l'artisanat aussi, hein, dans ces deux industries-là, l'alimentaire, les cosmétiques. Et tu peux potentiellement remplacer énormément de choses qui sont faites de manière assez dégueulasse pour l'environnement, il faut le dire, par des choses qui sont beaucoup plus vertueuses, faites en circuit court, localement, réindustrialiser la France sur la partie textile, alors que tout le monde s'est barré il y a 20 ans pour aller en Chine, tu vois, c'est quelque chose qui est complètement... voilà. Ouais. Je me pose quand même une question, parce que ça a l'air d'être une plante miraculeuse, mais alors pourquoi aujourd'hui elle n'est pas justement sur le devant de la scène ? Je pense que c'est aussi une plante qui gêne pas mal d'industries en place, qui pour l'instant ne se servent pas de cette plante, ne la valorisent pas, parce que justement ils sont plutôt sur des matières plastiques, du béton émetteur de CO2 avec des lignes de production qui sont bien en place, des choses qui sont... on va dire du business as usual, comme on dit, c'est-à-dire le business à l'ancienne qui malheureusement détruit nos environnements au lieu d'essayer de le régénérer. Et donc ça gêne certaines personnes, il y a des lobbies en place qui n'ont pas du tout intérêt à voir le chanvre non plus se déployer plus que ça, parce que ça menace leurs intérêts si ces gens-là ne font pas l'effort justement de faire la transition et de se dire en même temps on peut aussi en profiter nous dans nos industries et prendre ça comme justement un tremplin pour faire une belle transition au bénéfice de tous finalement. Et donc toi tu accompagnes les personnes qui veulent se lancer dans le cannabis. Alors oui, dans le cannabis légal, ouais, tout à fait. On a lancé Chanvre Légal Pro en 2019 pour la première version. Et l'idée était d'accompagner les gens justement dans la création, le développement de leur activité liée au chanvre, que ce soit sur l'alimentaire, sur le bien-être. On parle beaucoup du bien-être, CBD, CBG, cannabinoïdes et tout ça. On parle aussi de l'éco-construction et de toutes les grandes valorisations de cette plante qui sont hyper intéressantes et sur lesquelles on pense qu'il y a probablement des milliers de jobs à créer en France, rien qu'en France, sur ces sujets-là, le temps justement de structurer ces filières, de les rendre matures, de faire que ces produits-là deviennent monnaie courante et de faire que la majorité des gens, finalement, quand ils ont le choix, un jour choisissent plutôt pour un équivalent chanvre qu'un équivalent net émetteur de carbone et autres saloperies environnementales dont je ne vais pas lister ici le truc parce qu'il y en aurait pour trop longtemps. Et on a des chiffres pour les perspectives d'emploi à créer par rapport à cette filière ? On a plutôt des estimations, des tendances et une idée en fait. C'est jamais très simple de dire on va faire exactement tant d'emplois.
Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des besoins dans toutes ces filières. Hein. Si tu veux, si on prenait le textile il y a 5 minutes, le textile, tout a été délocalisé, donc on va payer des gens qui sont à Pétaouchnok, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas dans quelles conditions de travail ils travaillent. Parfois, on a des emplois d'enfants et autres dans des ateliers insalubres et j'en passe. Ouais. Le fait de rapatrier ça sur notre sol, ça va créer des emplois chez nous, des emplois qui ont été détruits il y a quelques années au moment des délocalisations. Et tout ça pour recréer une boucle vraiment vertueuse, non seulement sur redynamiser le tissu économique local, si tu veux, mais aussi produire des matières qui sont nobles et extrêmement bénéfiques pour l'environnement, la santé et tout ça. Et ce qui est valable sur le textile peut marcher aussi sur l'ensemble des autres filières. En construction, on peut imaginer des bétons, des parpaings de chanvre qui seront net carbone négatif, au lieu d'être émetteur de carbone. Donc ça, c'est une petite révolution en soi. Alors ça impose de changer un petit peu la façon de pondre des bâtiments en termes d'architecture. Mais à partir du moment où on accepte que les règles sont un petit peu différentes sur l'architecture et tout ça, on peut vraiment créer des bâtiments qui sont ultra sains, carbone négatif là aussi, et ça peut vraiment être une impulsion assez géniale et positive et à impact positif massif dans ces filières-là à chaque fois. D'accord. Et clairement, pour quand même répondre à ta question, aujourd'hui on en est au tout début de tout ça. Il y a énormément de place dans tous les domaines pour beaucoup de personnes qui souhaitent créer, développer leur activité, que ce soit au niveau de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution, de l'ingénierie, etc. etc. D'accord. Je voudrais qu'on parle d'un sujet, le sujet le plus sulfureux du chanvre, hein, c'est le CBD. Alors, il y a eu toute une période où beaucoup disaient que c'était pas possible de produire en France. Ensuite, ça a été possible. Enfin, est-ce que tu peux nous faire une petite, nous éclairer un peu sur ce point? Le CBD aujourd'hui, la fleur de chanvre hein, plus largement, est enfin autorisée par la loi française à la production, la transformation et la vente. D'accord. C'était pas le cas il y a encore très peu de temps. Donc ça, c'est une nouveauté juridique qui fait qu'aujourd'hui, on peut enfin exploiter la plante depuis la racine jusqu'à la fleur, en passant par la tige et la graine. D'accord. Donc ça va faire sauter des tabous. Ça va permettre à une production française de se développer, de se professionnaliser, de progresser dans des produits de qualité de plus en plus, et peut-être aussi un jour de se démarquer de ces productions européennes qu'on voit un petit peu partout envahir les magasins de CBD, pour faire simple, en France, souvent au détriment des producteurs français. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a là aussi toute une économie qui est déjà en place. Là, rien que sur ce sujet, si tu veux, le bien-être CBD, il y a déjà eu des milliers d'emplois de créés. Il peut y en avoir encore plusieurs milliers, je pense. Les milliers d'emplois créés l'ont été, si tu veux, dans les milliers de magasins qui ont été ouverts en quelques mois, quelques années seulement, en 2-3 ans. On est passé de 0 à plus de 3000 magasins en l'espace de 2 ans. Et 3000 magasins, c'est tout de suite 3000 emplois et plus, hein, peut-être même 6000 si on compte 2 emplois par magasin. Donc ça va assez vite, si tu veux. Et il y a encore plein de choses à faire au niveau, justement, production, transformation. Là, il y a des emplois à aller chercher aussi. Il y a aussi une maturité qu'on attend certainement sur ce marché-là, parce que ça a été un peu la jungle hein, jusqu'ici. On était en mode tout est permis à partir du moment où le taux de THC est en dessous de 0,3. Et on s'aperçoit qu'en fait, en termes d'éthique, de qualité, de processus de fabrication, l'éthique peut aller beaucoup plus loin que juste uniquement le taux de THC, justement. Et là, il y a pas mal de progrès à faire. Oui, c'était assez compliqué avec notamment les forces de l'ordre, hein, les gendarmes. Je pense que ça devait être une des raisons pour interdire justement cette production. Et du coup, on en est où aujourd'hui et comment ça se passe avec les gendarmes entre les gendarmes et les producteurs? Alors, les gendarmes, les autorités en général sont là pour remplir leur mission de service public, hein, et qui est en gros, alors pour les gendarmes, c'est d'aller arrêter des trafiquants, la police pareil, et de les mettre sous les verrous s'il y a besoin, parce qu'il y a du trouble à l'ordre public, à la santé publique, etc.
Les gendarmes, quand ils tombent en fait sur des gens qui sont en cours de professionnalisation ou qui sont déjà pros, se rendent compte très vite qu'ils n'ont pas du tout affaire aux mêmes personnes, que là on est sur un sujet avec un cadre légal, hein, donc pour soutenir l'activité. On est sur un sujet avec des gens qui font les choses dans les règles, avec facture, avec un statut légal, avec une vraie petite entreprise en fait dans les clous au niveau juridique, et avec pas du tout les mêmes intentions que justement les trafiquants qui sont censés arrêter de leur côté. Donc il y a parfois des confusions parce que la plante est exactement la même, enfin en tout cas ça se ressemble beaucoup, c'est du cannabis, du chanvre, c'est juste ce qu'elle contient qui va différer sur les variétés légales. Mais une fois passé ce cap, en discutant un petit peu, les autorités comprennent qu'il y a aussi de nouvelles professions en fait dans ce secteur-là qui sont de vraies professions et qui portent un nouveau secteur assez intéressant en France et partout dans le monde d'ailleurs. Et ils arrivent quand même à faire la part des choses à partir du moment où en face on a des gens qui sont suffisamment pros pour leur démontrer ce degré de professionnalisation pour justement se distinguer de ce milieu plus ou moins de trafiquants, quoi. D'accord. Et du coup, du coup ça se passe ça se passe plutôt bien en fait. Ils sont plutôt preneurs d'informations aussi. Okay. Ils cherchent à progresser eux-mêmes dans la connaissance de tout ça justement pour arriver à démêler le vrai du faux et à pas perdre leur temps sur des choses où finalement c'est pas leur cible. Ils n'ont pas que ça à faire non plus. Ok. Et du coup, qui sont ces personnes qui deviennent producteurs ? Ils viennent tous du milieu agricole à la base ? Alors, pas forcément, justement. C'est là que je trouve très intéressant. Nous, on accompagne beaucoup des gens qui sont à 80% des personnes en transition professionnelle. C'est des gens qui, pour faire simple, en ont marre du monde d'avant, du monde qui va presser le citron de plein de gens, de cadres, non cadres dans les entreprises, et puis dès que ton citron sera pressé, tu vas être remplacé par quelqu'un d'autre. Et tous ces gens-là sont mal payés, ont peu de reconnaissance, font des burn-out et tout ça. Donc on a 80% des gens qui viennent de ce genre de parcours et qui se disent « moi j'en ai marre, j'ai envie de contribuer à cette transition écologique à mon niveau, je veux me remettre les mains dans la terre parce que ça a du sens, ça me remet en lien aussi avec mes parents, mes grands-parents parfois ou mes arrière-grands-parents. Et à travers cette nouvelle activité, je veux être capable de regarder mes enfants dans les yeux un jour et de leur dire écoute, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, regarde, je suis sur une activité qui absorbe du carbone, qui est bénéfique pour la biodiversité et puis pour la santé à multiples niveaux pour les gens au final. Et on a 20% de personnes qui sont issues du monde agricole, soit agriculteurs, maraîchers, parfois éleveurs, horticulteurs, qui cherchent eux plutôt, alors parfois aussi à avoir un impact positif sur l'environnement, mais aussi à diversifier leurs revenus sur une culture qui potentiellement peut leur apporter un peu plus qu'une culture agricole classique, on va dire. Donc vous êtes en mesure de suivre une personne qui n'aurait pas forcément les compétences requises, de la création de la structure jusqu'à la formation sur le concret, quoi, sur la plantation et la récolte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a pondu un programme très complet qui permet à des gens de commencer de zéro, de créer leur petit statut pour commencer à tester leur activité, d'acheter des graines, de préparer leur sol, de mettre en culture, de récolter ensuite, de prendre soin des plants entre les deux avant la récolte, de faire tout ce qu'il faut pour que ça soit productif aussi. Il faut que ce soit quand même une activité derrière. Et puis on les accompagne sur la phase de récolte, de transformation et de commercialisation de leurs premiers produits à base de chanvre, et donc jusqu'à leur première rentrée d'argent. Après, on peut continuer assez loin aussi pour continuer à développer l'activité avec eux. Nous, on est toujours ravis de faire du réseau, de faire de l'entraide. On travaille beaucoup en intelligence collective où on se serre les coudes, en fait, on s'entraide les uns les autres. On partage beaucoup nos expériences aux débutants, aux moins débutants aussi. Alors, on n'a pas que des débutants qui rentrent, on a aussi des gens qui sont des spécialistes de la plante et qui cherchent à trouver le cadre légal qui leur permette de vraiment faire une activité dans les clous. Et on en a plusieurs qui nous ont rejoints comme ça
qui sont soit spécialistes de la plante en extérieur, soit en intérieur, et qui ont comme ça, qui ajoutent de multiples compétences finalement à notre réseau qui reste dans le partage, et c'est ça qui en fait l'une de ses grandes forces, on peut dire. Ouais, d'accord. Et du coup, si on parle un peu plus, si on peut parler un peu de juridique, les statuts pour justement pour pouvoir produire du chanvre, quelles sont-elles? Alors les statuts, il y en a plusieurs possibles. Il y a au moins 3 catégories de statuts différents, sans rentrer dans tous les détails, parce que voilà, il faudrait y passer un peu plus de temps, mais tu as déjà tous les statuts agricoles qui permettent d'avoir un statut agriculteur et donc d'avoir le droit de cultiver du chanvre. Ensuite, tu vas avoir les statuts associatifs qui permettent aussi de cultiver du chanvre et qui ont un certain niveau de souplesse pour pas mal des choses, qui peut très bien être adapté à certains projets, souvent on va dire un peu plus communautaires, ou des projets où tu vas avoir l'implication des jeunes, l'organisation de stages ou ce genre de choses, ça peut être pas mal pour ça. Et tu as aussi un statut équivalent au statut auto-entrepreneur, mais appliqué à l'agriculture, qu'on appelle le micro-BA, qui est très bien pour ça, qui permet de tester aussi pas mal de choses sans être tout de suite imposé très lourdement, sans avoir non plus une grosse contrainte en termes de comptabilité. Il faut suivre quelques chiffres, mais de manière beaucoup plus light par rapport à une entreprise en dur, si je puis dire. Et ça permet de tester plusieurs choses et d'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires avant de se dire je vais prendre un vrai gros statut en dur à partir de là, parce que je sais que j'ai déjà un flux de clients entrants et des produits en face. D'accord. Et il faut faire une déclaration à la mairie ou à la gendarmerie de sa commune quand on veut se lancer? Alors il y a plein de bruit qui court sur les réseaux sociaux, sur le web et partout. Il y a une époque où il fallait déclarer en gendarmerie ou en préfecture, ou les deux. C'est plus le cas maintenant, il n'y a plus d'obligation légale de le faire. D'accord. Alors une fois qu'on a dit ça, nous on conseille d'aller voir les autorités en amont pour les prévenir de ce que vous êtes en train de faire, leur dire soyez pas surpris quand vous verrez cette parcelle avec du chanvre dessus. C'est une activité complètement légale, d'ailleurs voici mes papiers, tout ça. Alors par contre, il ne faut pas y aller n'importe comment, les mains dans les poches, c'est le genre de... comment dire ? Ce genre de rendez-vous se prépare en bon chanvrier pro, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut monter un vrai dossier qui permette de convaincre, parce que le dossier sera plein d'éléments, de preuves, de cadres juridiques, etc. Et là-dessus aussi, on accompagne chacun, effectivement, avec toute une liste d'éléments à apporter à ce dossier pour que ce soit efficace, pertinent, et que ça montre un vrai professionnalisme, justement pour sortir du lot de tous ces pseudo-trafiquants qui ne sont pas du tout dans la même démarche, en fait. Ok. Si je veux revenir sur les produits du coup issus de la production de chanvre à fleurs, donc il y a de l'huile, il y a des tisanes, il y a la fleur brute, je crois qu'il y a du cosmétique aussi, il me semble. En cosmétique, tu peux imaginer des centaines de produits en fait. C'est-à-dire que dès que tu as un shampoing, un baume, un onguent, une crème ou quelque chose comme ça, tu peux imaginer l'équivalent avec du chanvre. Je dis chanvre, ça pourrait être aussi avec du CBD, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc là déjà, rien que ça, sur ce distinguo, on peut avoir 2 catégories de produits différentes sur l'ensemble des produits qui existent en cosmétique. Et on a aussi un atout énorme avec le chanvre, c'est l'huile alimentaire. L'huile qu'on fait en pressant les graines de chanvre est l'une des meilleures huiles qui existent aussi pour préparer des cosmétiques. Alors ça peut être des savons par exemple. C'est une huile qui est réputée pour son pouvoir de pénétration sur la peau humaine, entre autres. D'accord. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une huile ou une crème qui a besoin de pénétrer la peau pour lui transmettre ses bienfaits, l'huile de chanvre est vraiment exceptionnelle pour ça. Donc là aussi on a des atouts assez incroyables pour les cosmétiques avec cette plante. Ok, et le niveau de compétence technique pour pouvoir faire tous ces produits dérivés, là, pour quelqu'un qui se lance, il est atteignable ou faut quand même Alors,
Oui, je t'écoute. Ouais, c'est une bonne question. Écoute, de toute façon, quand on rentre dans le champ pour se créer une activité, c'est comme se créer une activité ailleurs, c'est-à-dire que ça demande du travail. On crée une petite entreprise en fait. Donc, comme pour toute petite entreprise, il va y avoir du boulot régulièrement pendant un certain temps pour obtenir de bons résultats. Après, on ne va pas tout faire en même temps. Un truc un peu enivrant avec le chanvre, c'est qu'on a envie de tout faire. Tout de suite, on se dit, c'est une plante géniale, on peut faire toutes sortes de choses avec, j'ai envie de tout faire. Une des clés pour réussir et pour se lancer de manière concrète et raisonnable dans l'aventure, c'est de se dire, la première année, je vais me concentrer sur créer, développer 2 ou 3 produits. Et déjà bien les faire. Plus tu ajoutes des produits à ton jeu, en fait, plus tu vas avoir besoin de compétences pour maîtriser le processus de fabrication de chacun de ces produits. Donc l'idée, c'est d'y aller progressivement, un pas après l'autre. En première année, déjà d'atteindre un certain cap, voilà, de déjà générer des ventes sur des produits qualitatifs, mais pas en très grand nombre, peut-être 2 ou 3 produits déjà, mais bien faits, c'est déjà super. Et puis en année 2, tu vas continuer à étoffer ton jeu, tu vas développer 2 ou 3 produits de plus, et ainsi de suite. Il y a des gens qui s'embarquent avec des idées de se lancer sur plusieurs hectares tout de suite pour le bien-être, et ce qui est très souvent beaucoup trop ambitieux, en tout cas en première année, parce que les gens ne se rendent pas compte du travail que ça représente en termes de traitement, de valorisation de la matière, justement du produit, de la fleur brute, au moment des récoltes, de la manucure, du trimming et tout ça. Donc nous, notre boulot aussi, c'est de les aider quand ils rentrent à revenir sur un projet plus réaliste, qui leur permette quand même de se rémunérer de manière motivante dès l'issue de la première année. Et participer du coup à la transition écologique, parce qu'on a survolé un petit peu le sujet tout à l'heure, mais cette plante a un vrai potentiel pour ce domaine. Oui, mais de toute façon, dès que tu mets les mains là-dedans, il y a un moment où tu es plus vertueux que quelqu'un qui sera dans son bureau, dans une tour à la Défense. Tu vois, ça sera déjà nettement mieux. Oui. Quelque part, tu participes à la montée en compétence en fait, du pays, bout à bout, des gens qui s'y intéressent, qui commencent à avoir un petit savoir-faire. Et alors, c'est pas sur le CBD, le bien-être, qu'on va avoir des impacts écologiques vraiment intéressants. Il faut être clair aussi là-dessus. Parce que bon, très, très souvent, il faut être clair aussi, ça se fume. Et quand on fume, on n'est pas forcément sur un truc hyper sain pour la santé à la base. Maintenant, il y a d'autres vertus, il ne faut pas le nier, on est assez clair là-dessus aussi. Il y a plein d'intérêts au CBD, au CBG et à d'autres cannabinoïdes autorisés. Mais il y a un impact qui sera beaucoup plus important si on parle vraiment strictement de l'écologie, justement sur des valorisations alimentaires, sur des valorisations liées à l'éco-construction, au textile par exemple. Là on va vraiment avoir du carbone négatif dans ces activités-là, et si on s'intéresse vraiment au climat, c'est plutôt sur ces sujets-là qu'il faut aller. Mais c'est une plante qui capte quand même pas mal de carbone, d'après ce que j'ai pu voir, et qui nettoie les sols. Aussi, ouais, carrément. On n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que ça a un pouvoir de nettoyage des sols. Ça peut en retirer les métaux lourds et divers polluants. Et alors, les radiations aussi, j'ai vu. Les radiations aussi, ouais. Il paraît qu'il y en a eu pas mal de plantés autour de Fukushima, de Tchernobyl notamment, pour assainir un petit peu ces régions-là. Alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est une super bonne nouvelle quand on veut dépolluer des sols. On va faire ça et on peut imaginer des services de dépollution de sol liés au chanvre. Pourquoi pas, et à d'autres plantes, pourquoi pas d'ailleurs aussi. L'autre versant qui est pas si positif, c'est qu'on va absorber dans la plante tous ces métaux lourds, tous ces polluants, et on va les retrouver dans la plante. Donc si on en fait des produits derrière, il faut faire attention finalement à ne pas ingérer du coup des produits qui seraient issus de parcelles polluées, parce qu'on va les retrouver, on va les ingérer au final. Et là, tu vois, on touche un exemple, là, on parlait tout à l'heure de l'éthique et du besoin d'améliorer, d'être meilleur en qualité au-delà de juste le taux de THC respecté. C'est un critère, par exemple, qui peut être vachement intéressant de se dire, notre produit, on l'a fait analyser, notre parcelle aussi, on sait que c'était propre de A à Z et qu'il n'y a aucun risque pour la consommation humaine, par exemple. C'est un vrai sujet aussi, ouais.
Tu m'as parlé d'une paire de lunettes que tu avais en chanvre, c'est celle que tu portes là, Ouais, ou... non, c'est pas celle-ci, C'est pas j'aurais dû celle-ci. les prendre, elles sont juste à côté. Mais oui, on commence à avoir des matériaux qui ressemblent à du... On appelle ça du bois de chanvre en fait. Alors Ok. il y a plusieurs procédés pour les fabriquer. Souvent c'est de la tige déchiquetée en copeaux qu'on va mettre dans une presse avec un liant, parfois au four, une presse très costaud pour faire finalement un matériau très dur et épais qui ressemble à des planches ou à des poutres carrément qui sont réputées même aussi solides que le chêne, que le bois de chêne par exemple. Ah oui, Donc là c'est effectivement. hyper intéressant aussi parce que si on arrive à développer des procédés de fabrication de bois de chanvre en grande quantité ou en petite quantité un peu partout sur le territoire, on va pouvoir utiliser ces matériaux au lieu de taper dans les forêts. Et là, faut quand même savoir qu'une forêt de chanvre, ça pousse en 3 mois et on peut le refaire tous les ans. Une forêt d'arbres, il faut 40, 50, 60 ans et on n'est pas prêt de la revoir une fois qu'on l'a coupée. Donc il y a là aussi des choix à faire, là aussi un potentiel d'impact écologique positif mais considérable. Et on en est encore au début du début, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de producteurs de bois de chanvre en France. Mais j'ai hâte de voir ça arriver, et si on peut aider à aller dans ce sens-là, on sera vraiment ravis de mettre nos moyens à disposition pour pouvoir le faire. Ouais. Ah, tout à fait, ouais. Et puis il y a aussi le sujet du papier. Alors le papier, j'en ai sous la main, figure-toi. Ah, Alors il y a le papier OCB à cigarette, qui est connu depuis des années, de Monsieur Bolloré, Oui, tout le mais monde le connaît, celui-là. c'est pas de ça qu'on parle. Là on a du papier artisanal par exemple. Donc là, D'accord. on voit carrément les copeaux dans le papier, c'est un papier un peu brut, et puis il y a des choses un peu plus fines comme ça. Mhm. Ça reste un papier artisanal, mais déjà, celui-ci, on peut on peut le passer dans une imprimante et en faire des supports de D'accord. communication, par exemple, ou en faire des emballages ou toutes sortes de choses. Et c'est très intéressant aussi. On pense qu'il y a moyen de créer des petits ateliers artisanaux dans les régions aussi pour faire du circuit court là-dessus, à usage un petit peu particulier, mais ça fait plaisir, c'est vraiment une belle matière si tu veux. Et ça aussi, voilà, ça peut compléter un arsenal de produits vertueux à base de chanvre. Ouais, ben, on peut dire que le chanvre, le cannabis, c'est quand même une plante qui a un grand avenir, qui avait un grand passé, Ouais, mais qui a aussi un grand avenir. ouais, carrément. J'aimerais qu'on termine sur un mot que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent, Ouais. qui souhaiteraient se lancer, qui se poseraient des questions. Enfin voilà, je te laisse la parole. Ok, alors pour ceux qui souhaitent se lancer, j'ai souvent une question qui revient qui est oui, mais est-ce qu'il y a encore de la place parce qu'il y a déjà beaucoup de producteurs et tout ça. Moi, je leur réponds de la manière suivante en fait, parce que c'est une question qui se pose hein, clairement. Aujourd'hui, enfin en 2022, on était à 22 000 hectares de chanvre dans toute la France. En 1830, on était à 150 000 hectares ou plus. Non, je dis une bêtise. Ah, je retrouve plus le chiffre, juste. On était à peu près 10 fois plus en fait que ces 22 000 hectares qu'on avait en 2022 en France. Alors ça veut dire qu'on peut très bien imaginer que les surfaces se développent et s'étendent x10 juste pour rejoindre les niveaux de 1830. Une fois qu'on a dit ça, ça montre déjà qu'il y a un gros potentiel par rapport à ce qu'on faisait avant, hein, tout simplement. Mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a 200 fois plus d'usages possibles aujourd'hui que ce qu'il y avait en 1830. Voilà, on ne parlait pas de bien-être à l'époque du tout, donc ça c'est un pan entièrement nouveau qui est un potentiel de plus. Il y a tout ce qui est bioplastique, biocarburant, biomasse et plein d'autres sujets qui peuvent s'ajouter à ça aussi en termes d'usage qui n'existaient pas à l'époque. Tout ça pour dire que le potentiel, même si on dirait oui, il y a du monde parce que c'est quand même pas mal médiatisé tout ça, il y a encore énormément de place à se faire. Par contre, pour trouver sa place, il va falloir être un peu créatif, il va falloir vraiment se professionnaliser et savoir, comment dire, se positionner, se spécialiser parfois, se diversifier pour ne pas ressembler aux producteurs moyen qui fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire je vais faire ça et que ça. Et il y a un moment, il va falloir développer, grandir,
se diversifier, se professionnaliser, je pense que ce sera la clé pour continuer à pouvoir rentrer dans ces sujets-là dans les années qui viennent. D'accord, bon, ça nécessitera quand même un investissement personnel au projet. Oui, mais ça c'est normal, si tu veux, il n'y a jamais un métier qui comme ça tombe du ciel en claquant des doigts du jour au lendemain, paf, t'es un pro dans tel ou tel domaine. Ouais, ça n'existe pas. On est sur de vrais métiers, ça demande une professionnalisation, ça sera de plus en plus le cas à mesure qu'il y a du monde qui s'intéresse à tout ça, qui commence à s'y mettre. Mais le simple fait de se professionnaliser, ça permet de sortir du lot de pas mal de gens qui testent, qui bidouillent, qui font des trucs, mais qui ne sont pas vraiment entrepreneurs dans l'âme, en fait, qui n'ont pas compris que la plante, il fallait la maîtriser d'un côté, et des fois ils sont très bons à ça. Mais de l'autre côté, en business, en vente, en comment se mettre en avant, comment marketer un petit peu son offre, on en perd la moitié, si c'est pas plus, à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas compris que c'était une brique essentielle pour avoir une activité pérenne sur ces sujets-là. Ok. Écoute, merci Thomas pour toutes ces infos, de nous avoir donné un petit peu de temps pour que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais. Je t'en prie Mathieu, avec plaisir. C'est vraiment cool. Et puis on va se dire à bientôt alors. Ça marche, merci Mathieu, longue vie à Les Fines Fleurs et à très bientôt. Ça marche, merci.